tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 25 films qui sont sortis en 2015 et que j'ai vus et vous les classer du plus mauvais au meilleur. Avant de commencer, ce que vous devez savoir à propos de cette liste, c'est que pour la plupart des films, je ne les ai vus qu'une seule fois au cinéma ou non. Et je n'ai pas forcément pour tous ces films-là fait une analyse profonde. J'ai juste répertorié les films sortis en 2015 que j'ai vus. Et en fonction de mon ressenti sur ces films, je les ai classés. Donc ce sera une liste assez, on va dire, assez rapide à faire, qui aura été assez rapide à faire pour moi, mais qui ne sera pas, elle sera purement subjective et pas forcément très approfondie sur les analyses que je vais faire de ces films, du moins peut-être pour les meilleurs de ces films, mais pas pour les bas du classement. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que même les films les moins bons que j'ai vus en 2015 ont une note relativement bonne. Ils ont tous la moyenne de toute façon. Ce sont des films qui se laissent regarder. Certains que je ne regarderai pas deux fois, cela dit. Voilà. Alors oui, aucun spoiler dans cette vidéo, rassurez-vous. Nous allons donc commencer tout de suite par le numéro 25, qui est un des rares films pour lequel j'ai fait une critique sur ma chaîne. Il s'agit donc de Charlie Mordecai, un film de David Koepp avec Johnny Depp, Olivia Munn et Ewan McGregor notamment. Donc c'est un film qui est passé relativement inaperçu, je pense. Moi-même, je suis allé le voir sans forcément attendre grand-chose de ce film. Et vous pouvez éventuellement aller voir ma critique, dans laquelle je disais que c'était un film sympathique, mais avec rien de vraiment extraordinaire, et qui est sûrement un film que je ne regarderai pas vraiment une autre fois, peut-être à l'occasion s'il passe à la télé, mais sans vraiment grande excitation et sans grand plaisir. Alors à l'époque je lui avais mis 6 sur 10, je pense même qu'aujourd'hui je pourrais presque lui mettre 5, parce que j'en garde vraiment pas un souvenir extraordinaire. Il m'a vraiment pas marqué, il n'y avait rien de super dans ce film. Donc voilà, c'est pour l'instant. Alors c'est autre chose que je voulais dire sur cette liste, il y a beaucoup de films sortis en 2015, je n'en ai vu que 25. Donc forcément, c'est pas une liste exhaustive. Le pire film a la note de 6, donc forcément 6 sur 10, donc c'est pas très très varié, on va dire, mais bon. Voilà. Passons donc au numéro 24, qui se trouve être Fast and Furious 7, que je n'ai pas vu au cinéma parce que, en fait, avant 2015, je n'avais vu aucun Fast and Furious. Et avec la récente mort de Paul Walker, qui a quand même marqué l'actualité au moment où c'est arrivé, et qui a marqué le monde surtout, j'ai quand même ressenti un élan de sympathie pour cet acteur, et je voulais m'intéresser à cette saga cinématographique dans laquelle il avait quand même joué, et dont on le considérait au moins l'un des héros, si ce n'est le principal. Et donc je me suis intéressé aux Fast and Furious et je les ai tous regardés à la suite. Enfin pas d'affilée, mais voilà, en une, je sais pas, quelques semaines, je les ai regardés tous. Et donc j'ai vu Fast and Furious 7. Alors pour résumer très rapidement les Fast and Furious, j'ai trouvé le premier intéressant pour l'époque, mais c'était pas forcément un grand film, mais il se laisse regarder. Ensuite le 2 et le 3 sont très mauvais, je trouve, particulièrement
évidemment le 3 qui n'a plus rien à voir puisqu'il se passe à Tokyo et il n'y a plus aucun personnage connu. Ensuite, à partir du 4, on revient un petit peu aux sources avec les personnages qu'on connaît. Et par contre, en fait, on s'éloigne en même temps puisque le film devient plus un film d'action qu'un film de course de rue. Ce qui n'est pas forcément mauvais puisque la saga, pour moi, à partir du 4, elle est devenue plus intéressante. Le 5 s'est montré très étonnamment bon, même si bon, il n'est pas extraordinaire non plus, mais ça reste quand même très regardable. Et pareil pour le 6, que j'ai trouvé très bien, je crois que c'est les deux meilleurs pour moi, le 5 et le 6. Et le 7, auquel j'ai donc mis 6 sur 10, qui n'est pas un mauvais film donc, qui est loin de casser des briques, mais qui a quand même on va dire l'habileté comme les autres, de se laisser regarder, d'utiliser, on va dire, assez habilement le personnage de Paul Walker, sachant qu'il est mort en cours de tournage, donc il a fallu continuer à tourner sans lui via des effets spéciaux. Et voilà, j'ai trouvé le film assez bon compte tenu de ce qui s'était passé et une fin relativement habile et à laquelle je ne m'attendais pas honnêtement. Voilà. Numéro 23, Pixel, un film de Chris Columbus à qui l'on doit notamment les deux premiers Harry Potter. Un film avec Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan et aussi un acteur que j'aime beaucoup, Peter Dinklage, que l'on connaît notamment principalement pour son rôle dans Game of Thrones, le rôle de Tyrion Lannister. Pixel, c'est donc un film qui raconte l'histoire en fait de personnages de jeux vidéo qui envahissent New York. Et donc une équipe d'anciens joueurs de jeux des années 80 est dépêchée, on va dire, pour lutter contre cette menace. Alors, Pixel, c'était à la base un court-métrage sorti sur internet, je crois, il y a pas mal d'années, peut-être autour de 2007, selon ma mémoire, et qui a donc ensuite été adapté au cinéma. Et à l'époque, c'était un court-métrage assez impressionnant. Et le film, au final, s'avère bien, mais alors ce qui est bien, c'est qu'il joue sur le côté humour, sur le côté aussi, il utilise quand même bien les jeux vidéo, l'univers des jeux vidéo. Il y a pas mal de références. C'est un film très geek. Voilà, avec beaucoup d'humour, qui se prend pas trop au sérieux quand même, et qui a ces petits moments de folie, on va dire. Quelques moments un petit peu cultes, on va dire, mais bon, non, enfin, des scènes qu'on apprécie, on va dire. Mais bon, rien de folichon non plus. Encore une fois, c'est pas un film qui marque, même si on s'en souvient quand même, forcément. Il est sympa, mais voilà, j'irai pas le revoir non plus. Sauf bon, là quand même, s'il passe à la télé, je peux le revoir. Parce qu'il est quand même marrant. Et il est pas mal fichu, les effets spéciaux sont quand même très bien. Voilà, pas beaucoup plus à dire sur ce film. Voilà, ouais. Je vous conseille de le voir si vous aimez bien les jeux vidéo des années 80 notamment. Il n'y aura pas vraiment de référence aux années, aux jeux vidéo plus récents. Donc ça s'adresse plutôt à d'anciennes générations. Moi-même, j'étais d'ailleurs pas forcément dans la génération visée, mais bon. Numéro 22, Deuxième chance à Brooklyn, dont le titre original est The Angriest Man in Brooklyn. Littéralement, l'homme le plus en colère de Brooklyn. Alors, c'est un film, peut-être un des moins connus de ce classement. Un film que j'ai regardé quasiment pour une seule raison, c'est la présence de Robin Williams au casting, puisque c'est un des
reste seulement 90 minutes à vivre. On lui déclare par erreur qu'il lui reste seulement 90 minutes à vivre. Et donc il tente de réparer ses erreurs avant de mourir. Et c'est un film intéressant de ce point de vue-là. Mais je l'ai trouvé quand même assez... c'est un petit film, hein, c'est pas un énorme film. Disons qu'il ne marque pas les esprits non plus. Il est sympathique. Le casting n'est pas extraordinaire. Disons que Robin Williams joue très bien, ça fait plaisir de le voir, mais rien d'énormissime. Il y a une fois encore Peter Dinklage dans ce film. Mais sinon, il y a quelques scènes marrantes, notamment une avec une apparition d'ailleurs surprise pour moi, une apparition de James Earl Jones, connu notamment pour être la voix de Dark Vador dans la version originale de Star Wars, enfin dans la version anglaise tout simplement. Et voilà. Donc un film que j'ai vu mais que je ne reverrai peut-être pas. Cependant c'est surtout le plaisir de voir Robin Williams à nouveau, étant donné qu'on sait ce qui lui est arrivé. Numéro 21. Alors j'avais hésité à le mettre dans le classement parce que c'est pas forcément un vrai film comme je peux l'appeler, mais en l'occurrence il s'agit quand même d'un long métrage. Un long métrage d'animation. Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Il s'agit donc d'une suite de Dragon Ball Z, notamment la suite du film sorti également l'année dernière, la bataille des dieux, Battle of Gods, et qui raconte, comme son nom l'indique, la résurrection d'un des pires ennemis de l'univers DBZ, Freezer. Alors, en l'occurrence, je lui ai donné la note de 7 sur 10. C'est un bon film, je l'ai bien apprécié au cinéma. J'avais réservé pas mal à l'avance. Et au final, j'ai pas été tellement déçu. Il y avait une sacrée ambiance dans la salle. Et le film, sans être ultra original, surtout pour un Dragon Ball Z, a le mérite d'être très très beau visuellement. Et voilà, son défaut principal, c'est d'être assez peu original sur le combat et sur l'issue du combat, voire même sur la façon dont Freezer parvient à revenir et surtout dans la façon dont il parvient à se remettre au niveau. Je ne vous en dirai pas plus. Numéro 20. Un film que j'attendais pas mal. Pas autant que d'autres, mais vous les verrez par la suite dans le classement. Que j'attendais donc pas mal et qui ne m'a pas vraiment déçu, mais je l'ai trouvé bon, mais pas aussi bon que ce qu'il aurait pu être. Je lui ai donné la note de 7 sur 10 et il s'agit de Terminator Genesis. Un film avec Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger et Jay Courtney, et qui est donc une suite de Terminator, mais une suite un petit peu reboot qui va changer l'histoire même du premier film qu'on connaît. Et donc en soi il est pas mal, il a quelques défauts. D'un côté il y a pas mal d'humour, ce qui n'est pas trop mal pour changer un petit peu, pour pas essayer de refaire du Terminator sérieux. Ça reste sérieux mais il y a beaucoup d'humour. C'est à la fois un point fort et un point faible. C'est-à-dire que pour moi un très bon Terminator ne devrait pas avoir autant d'humour que ce film-là. Et d'un autre côté il y a quand même aussi Schwarzenegger qui est là et ça fait vraiment plaisir parce il revient sur le devant de la scène. D'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure aussi. Et c'est bien parce que j'ai beaucoup de sympathie pour cet acteur. Et voilà. Donc ce film Terminator, il est pas mal. Une suite, pourquoi pas. Je l'attendrai pas énormément forcément, mais pourquoi pas. Terminator pour moi ça reste quand même les deux premiers films. Voilà. Donc une petite déception, mais ça reste honnête. Numéro 19, et bien c'est exactement la même chose.
assez doux, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir cette actrice-là qui se révèle plutôt pas mal. Et Christophe Waltz qui joue le grand méchant du film. Et c'est là qu'est notamment une des grosses déceptions de ce film pour moi. C'est que, ayant vu cet acteur, notamment dans les 2 Tarantino qu'on lui connaît, eh bien je m'attendais à voir un grand méchant vraiment impressionnant. Et au final, je l'ai trouvé très décevant dans la manière dont il est traité. Ça et quelques incohérences à la fin du film qui font que le film devient très superflu pour moi. Et c'est dommage parce qu'il commençait pas trop mal quand même. Et notamment la scène d'ouverture avec la musique et un très long plan. J'ai trouvé ça très très bien parti. Et c'est dommage parce que ça devient un petit peu plus moyen par la suite. Voilà. Numéro 18. Jupiter, le destin de l'univers. Un film donc de Andy et Lana Wachowski, avec notamment Mila Kunis et Channing Tatum, ainsi que Sean Bean. Encore une fois, 7 sur 10. J'ai bien aimé le film, mais pour un film de Wachowski, ça aurait pu être tellement meilleur. Alors, de très bons effets spéciaux, un casting pas trop mal, même si peut-être, je ne sais pas, Channing Tatum, j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre dans le rôle, mais ouais, encore il est pas trop mal. En fait, c'est un petit peu, ouais, non, dans Terminator, à la limite, dans Terminator, Jay Courtney qui interprète Kyle Reese, c'est vraiment un choix que j'aurais pas fait. J'aurais choisi un autre acteur pour ce rôle, mais bon. J'ai pas de nom spécialement en tête, mais j'aurais vraiment mis quelqu'un d'autre. Voilà, donc Jupiter, pas grand chose à dire, un film un petit peu classique, mais pas mal, il y a de bonnes idées. Et le film est agréable à regarder, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste qu'il est loin, très très loin d'être aussi marquant ou original dans son scénario qu'un Matrix ou qu'un Cloud Atlas, qui eux sont peaufinés à tous les niveaux, et notamment Cloud Atlas, niveau musique, niveau photographie, niveau maquillage et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors Jupiter ne fait rien de mauvais en soi, mais rien d'extraordinaire, voilà. Numéro 17, Maggie. Un film avec Arnold Schwarzenegger et Abigail Breslin. Alors c'est un film que je n'attendais pas vraiment, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, fait plaisir parce que notamment il y a Arnold Schwarzenegger dedans. Et c'est d'autant mieux parce que c'est un rôle dans lequel on ne l'attendait peut-être pas forcément. L'histoire rapidement, Maggie, 16 ans, est contaminée par un virus qui transforme les gens en zombies. Son père refuse de la laisser être mise en quarantaine. Alors c'est un film relativement, on va dire, à petit budget, même si je crois qu'il a tourné, il a coûté autour des 4 millions de dollars. Ça reste assez gros, mais à notre époque c'est quand même relativement modeste. Et il se trouve que ce n'est pas un film de zombies assez classique dans son traitement. C'est un film que je vais définir, mais pas dans le mauvais sens du terme, comme étant un film très terne, très gris. Mais justement, le film prend relativement son temps. Il dure à peu près 1h30, donc il n'est pas très long. Mais il a un rythme assez lent. Il n'y a pas de scène d'action. Tout se construit autour d'une tension qui va s'élever entre les personnages et autour des personnages. Et voilà, c'est un petit coup de cœur, même si je lui ai mis que la 17e place. Et pas une note énormissime, mais c'est un film que j'ai vraiment apprécié et qui ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas de le revoir. Donc voilà, je lui ai donné la note de 7 sur 10. Et il est donc 17e.
Scorsese, À la poursuite de demain, un film de Brad Bird, à qui l'on doit notamment Les Indestructibles de Pixar et Le Géant de Fer, je crois. C'est un film Disney avec George Clooney, Hugh Laurie et Britt Robertson. Et je suis allé le voir sans grande attente et au final j'ai été assez surpris. Le film est vraiment pas mal. Visuellement il est très intéressant. Et il y a un scénario assez... bon, c'est assez Disney-esque. C'est un petit peu... c'est de la science-fiction on peut dire. Ouais. Non, c'est plutôt fantastique. Science-fiction fantastique. Et alors ça raconte... c'est une adolescente brillante et un ancien inventeur veulent percer les secrets de Tomorrowland, un lieu situé quelque part dans le temps et l'espace. Et ben voilà, écoutez, les deux têtes d'affiche, George Clooney et Britt Robertson, que je ne connais pas, je crois, pour aucun autre film. Ben écoutez, ces deux acteurs sont bons dans leur rôle. Et ben, ils rendent le film assez intéressant. Mais je noterai surtout quand même le rôle en fait qui m'a marqué dans ce film. Il faudrait que je trouve le nom de l'actrice. La voilà, c'est Rafi Cassidy qui joue le rôle d'Athéna dans le film, qui est donc une petite fille. Et qui m'a marqué en fait. Elle a quelque chose qui, je ne sais pas, étant donné son visage et le rôle qu'elle a, eh bien son rôle est assez intéressant en fait. Et voilà, donc un bon petit film à voir en famille notamment. Mais qui a ça, enfin, ça veut pas dire que c'est forcément toujours un film facile à regarder, ou en tout cas pas toujours un film qui ne se prend pas au sérieux, ou voilà, ou forcément toujours joyeux. Numéro 15, Ant-Man, donc un autre film Marvel avec Paul Rudd, Michael Douglas et Evangeline Lilly. C'est pas le film Marvel que j'attendais cette année, et pourtant il est vraiment pas mal. Il joue beaucoup sur l'autodérision et c'est ça qui est bien, parce que logiquement, étant donné le type de super-héros, c'est-à-dire Ant-Man, l'homme-fourmi, on pouvait s'attendre à quelque chose d'assez nul. Et en fait, le film joue bien là-dessus, sur le fait que l'homme-fourmi ne ferait techniquement pas le poids face aux Avengers. Et bien au final, c'est bien maîtrisé, je trouve. Et c'est ça qui fait la force de ce film, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui a le mérite d'être un très bon divertissement. Un bon film de super-héros. Et au final, il s'intègre assez bien dans l'univers Avengers. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Numéro 14. Un film pour lequel, avant que je le voie, on m'avait dit énormément de bien. Et dont j'entends toujours énormément de bien autour de moi. Et qui, même si je lui ai donné 7 sur 10, ne m'a vraiment pas emballé énormément. Même si je dois avouer que il n'est pas si mal, mais voilà, je m'attendais à un truc énorme. Il s'agit de Mad Max Fury Road, le film de George Miller, qui est le 4e film de la saga Mad Max, réalisé donc les 4 films par George Miller. Un film avec Tom Hardy, Zoe Kravitz et Charlize Theron. Tom Hardy donc qui reprend le rôle qu'avait eu Mel Gibson dans les 3 premiers films. 3 premiers films que j'ai vus notamment donc à l'occasion de la sortie de celui-ci. J'ai beaucoup aimé le premier film, ainsi que le deuxième. Par contre le troisième était vraiment moyen. Et donc celui-ci avait quand même l'air pas mal du tout. Et au final, moi j'ai entendu que c'était un chef-d'œuvre. Alors oui, le film est bien filmé. Les scènes d'action sont assez impressionnantes, surtout qu'elles ont été vraiment tournées telles quelles. Il y a eu quand même beaucoup de post-processing pour les environnements,
désert et qu'il a fallu rajouter beaucoup de décors pour rendre une atmosphère beaucoup plus apocalyptique. Et donc le film est très bien fait, mais pour moi il n'y a que de l'action et je suis désolé mais le scénario est loin d'être aussi développé que ce que j'aurais voulu. Alors oui, ça part sur de bonnes bases, notamment sur les personnages qui sont très bien développés, mais je ne sais pas, j'ai vraiment eu du mal, notamment avec la structure du film qui s'axe autour de deux parties très similaires. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Alors, soit c'est parce que j'accroche pas à cet univers-là, tel qu'il est décrit dans le film, soit là, je ne sais pas, la structure, ou tout simplement, c'est pas mon genre de film qui est. C'est vraiment un film d'action, ça, je peux pas le nier, mais moi, en film d'action, je ne sais pas, je peux vous dire Terminator 2, L'Arme Fatale aussi, ou Die Hard, voilà, c'est pour moi les meilleurs films d'action que je connaisse, enfin, qui me viennent comme ça en tout cas. Et voilà, Mad Max Fury Road, je ne nie pas que c'est un film bien fait, mais clairement il n'a pas accroché mon cœur. Donc voilà, je lui donne un petit 7 sur 10, et je suis désolé à tous ceux qui ont vraiment adoré ce film-là. Et alors on en vient à une petite confrontation, puisque là on passe à la 13e place avec un film à qui j'ai donné 8 sur 10. Et c'est un des films qui était très attendu cette année aussi, et qui a déçu pas mal, mais moi et justement je connais pas mal de gens autour de moi qui préfèrent Mad Max à ce film-là. Il s'agit de Jurassic World, un film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et d'autres acteurs dont je ne me souviens plus les noms. Il y a notamment celui qui joue dans Daredevil, la série. Je ne sais plus, c'est Vincent D'Onofrio, je crois. Voilà, et Omar Sy aussi. Bah écoutez, j'attendais pas mal ce film étant donné que j'aime beaucoup l'univers Jurassic Park. Et apparemment ça allait être une suite spirituelle du premier film. Et ma foi, j'ai pas vraiment été déçu. J'ai trouvé le film très bon malgré quelques petits défauts, notamment vers la fin. Mais voilà, globalement c'est plus mon genre de film. Alors oui, c'est un blockbuster assez classique on va dire, mais je l'ai quand même trouvé assez bien fait, même dans sa structure. Alors beaucoup de références au premier Jurassic Park, ce qui est peut-être une bonne chose comme ça peut être un défaut. Trop de références peuvent être apparentées à du fanservice. Mais moi vraiment j'ai quand même beaucoup apprécié ce film. Et ce que je peux dire par contre c'est que je ne l'ai vu qu'une seule fois, tout comme Mad Max d'ailleurs. Donc peut-être qu'un deuxième visionnage pourrait bouleverser peut-être les avis que j'ai sur ces films, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai vraiment apprécié ce film le jour où je l'ai vu. Et il est quand même mieux que le troisième, qui était quand même relativement décevant, même s'il restait honnête. Numéro 12. Avengers, l'ère d'Ultron. Alors un film de Joss Whedon à qui l'on doit le premier Avengers déjà. Et donc avec toute la clique des super-héros qui revient dans une nouvelle aventure. Et bon, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là, il est vraiment pas mal du tout. Je préfère quand même le premier Avengers. Celui-ci est un poil moins bon, même s'il a un casting un peu plus étoffé. Ce qui veut dire qu'il a donc un casting relativement bon. Mais bon, l'histoire est pas mal. Ma petite déception notamment, c'est les deux nouveaux super-héros qu'on a l'occasion de voir. Quicksilver et je ne me rappelle plus du nom de la deuxième. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Quicksilver dans X-Men Days of Future Past qui était clairement meilleur. Voilà, là dans celui-là il est moins bon forcément, mais j'ai bien aimé quand même la fin du film.
phase 3 de Marvel qui est en train de s'amorcer, puisqu'il y a bientôt Civil War qui va sortir, Captain America donc, et j'attends de voir ce que ça va donner. Normalement ça va être vraiment pas mal. Donc voilà, Avengers l'ère d'Ultron, 8 sur 10. Numéro 11, Le Petit Prince. Un film de Mark Osborne avec Rachel McAdams, James Franco et Mackenzie Foy. C'est donc un film d'animation que j'ai trouvé excellent. Alors, 8 sur 10, mais excellent quand même. Oh, 8 sur 10, c'est quand même très bon. Hein, voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Un petit coup de cœur. Visuellement, le film est magnifique. Et j'ai pas la prétention de connaître énormément l'univers du Petit Prince, même si je connais vite fait, enfin relativement vite fait l'histoire. Et je peux dire que j'ai trouvé original le traitement, étant donné que ça tourne autour de l'histoire du Petit Prince telle qu'on la connaît, mais que c'est une autre histoire qu'il y a autour. En fait, c'est le Petit Prince tel qu'on le connaît, c'est une histoire dans la grosse histoire du film sorti en 2015. Et franchement, je vous le conseille, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Que ce soit du point de vue image ou du point de vue de la musique, qui, si je ne me trompe pas, et j'espère ne pas dire une énorme bêtise, a été composé par Hans Zimmer. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Mais je crois bien que c'est ça, parce que pendant le générique, j'ai été surpris de voir son nom. Numéro 10, Imitation Game. Un film de Morten Tyldum, je ne sais pas comment on dit, avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley et Matthew Good. Et d'autres acteurs, il y a quelques têtes connues, mais la tête d'affiche c'est Benedict Cumberbatch, qui joue donc le rôle d'Alan Turing dans les années 40, qui est chargé par le gouvernement britannique d'entraver le fonctionnement d'Enigma, la machine de cryptage allemande réputée invulnérable. C'est un film que j'ai trouvé excellent, que j'ai vu en version originale, si ça peut aider, parce que c'est le genre de film que j'aime voir en version originale justement. Et donc c'est une sorte de biopic, donc ce qu'on appelle un biopic, hein, c'est une biographie au cinéma, et c'est pas aussi... J'aurais aimé que ce soit encore mieux que ce que ça a été, parce qu'au final le casting est très bon et le traitement de l'histoire est pas mal, mais j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus percutant, des choses un poil plus concrètes, même s'il y a une scène dont je me rappelle qui était quand même relativement tendue sur le moment. C'était quelque chose, c'était le genre de scène que j'attendais, où on a enfin une situation un dilemme qui se joue et qui met une tension entre les personnages. Mais globalement le film est quand même très bon, et pour ma part j'ai quand même découvert l'histoire d'Alan Turing, donc l'inventeur du premier ordinateur tel qu'on pourrait le dire. Numéro 9, un film qui était beaucoup attendu, Seul sur Mars. Un film donc de Ridley Scott avec Matt Damon, Kate Mara et Jessica Chastain. Un casting qui était énorme. Et au final, un film très bon pour ma part. Et on va dire un poil décevant, parce que j'ai trouvé la fin un petit peu irréaliste. Globalement le film se tient quand même, je trouve. Il y a des coups de chance, il y a des trucs pas trop... Enfin, des coups de chance on va dire, ouais. Mais sinon bon, j'ai pas la prétention encore une fois d'être un expert de la NASA, mais j'ai trouvé le film relativement réaliste, dans la même veine que Gravity. Et le casting pas mal du tout. Bonne interprétation de Matt Damon. Et bon, une réalisation somme toute vraiment pas mal. Ridley Scott revient quand même avec un bon film, donc ça fait plaisir. Et voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est quand même pas mal du tout, je vous le
conseille si vous aimez les films de... Ce qu'on a tendance à faire de nos jours maintenant, c'est les films vraiment réalistes sur la science-fiction. Ce qu'on peut appeler la hard sci-fi à la sauce Gravity ou Interstellar. Interstellar qui reste pour moi la référence pour l'instant. Voilà. Numéro 8. L'homme irrationnel. Un film de Woody Allen avec Joaquin Phoenix et Emma Stone, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup. Et Joaquin Phoenix, je ne l'ai pas vu souvent, mais je l'aime énormément dans tous ses rôles. On le connaît notamment pour Gladiator, dans lequel il joue commode. Il n'est pas commode. Bref, L'homme irrationnel, un film de Woody Allen, auquel j'ai mis la note de 8 sur 10. C'est un film simple, qui développe beaucoup les deux personnages principaux, et qui m'a très agréablement surpris. Je savais que ça allait être relativement bon, mais ben voilà, j'ai vraiment apprécié ce film. Il est assez court, mais et assez simple, assez facile à regarder. Mais franchement, il passe vraiment bien. Et voilà, bien filmé, bien interprété. Et voilà, pas grand chose de plus à dire. Numéro 7. Vice versa. Donc le nouveau film des studios Pixar. Qui raconte donc cette fois, ça parle en fait des émotions humaines au travers de 5 personnages qui sont dans la tête d'une petite fille. On a donc la joie, la colère, la tristesse. Qu'est-ce que c'était les autres? La peur, je crois. Et le dégoût. Et honnêtement, le film est très bon, très joli, toujours avec des émotions, d'autant plus dans ce film-là. Mais c'est clairement pas mon Pixar préféré. Pour moi, il est pas au niveau d'un Nemo ou d'un Wall-E ou d'un Monstre et compagnie, ou même, voilà, il y en a pas mal d'autres. Pour moi, le meilleur, c'est Wall-E. Mon préféré, c'est Wall-E. Vice versa est vraiment bien. Voilà, on traverse quelques émotions avec, mais le constat de départ était assez original, mais j'avais senti qu'il allait pas forcément m'emballer énormément. Je savais qu'il allait être de qualité parce que tous les Pixar le sont quasiment. Je crois qu'il n'y a que Cars qui est un petit peu moyen, mais sinon les autres sont quand même assez classiques, assez cultes, je veux dire. Et voilà, les deux meilleurs pour moi, je crois que c'est Ratatouille et Wall-E. Voilà, donc vice versa. Et il est bon, hein, franchement, il est bon. Je l'ai mis à la 7ème place, ça veut quand même dire qu'il est bon. Donc voilà, je vous le conseille. Encore une fois, Pixar, c'est quand même de la qualité. Bravo à eux. Alors, numéro 6, c'est une petite exception. C'est le seul court-métrage que j'ai mis dans ce classement. Mais c'est tellement bien que je le mets vraiment parce qu'il le mérite. Il a d'ailleurs la note de 9 sur 10. Sachant je l'ai mis dans ce classement d'ailleurs avant un autre film qui a eu 8 sur 10. Donc ça veut dire que quand même j'ai mis un court métrage, mais il n'a pas un classement classique. C'est le film, ou plutôt le court métrage Kung Fury, réalisé par David Sandberg, avec David Sandberg et d'autres acteurs, Jorma Taccone, Leopold Nilsson. Alors c'est vraiment pas un casting connu, ni même un film. Enfin si, le film est connu je pense maintenant. En fait il a fait le buzz sur internet parce que il dure 30 minutes et il raconte l'histoire. Je vais vous la lire si je la trouve. C'est un flic qui combat. Attendez, faut que je vous le lise parce que je vais dire n'importe quoi. Voilà, vous comprendrez de vous-même. Kung Fury, détective, veut remonter le temps pour venger la mort d'un ami et tuer Adolf Hitler, alias le Kung Fury.
que le film est sorti gratuitement sur YouTube. En fait, c'est une campagne de Kickstarting, je crois, enfin de crowdfunding, récolte de fonds sur internet pour faire un long métrage. Et franchement, vous devriez regarder ce court métrage parce qu'il, si le film sort et qu'il est au moins aussi bon, ce sera extraordinaire. J'ai vraiment adoré ce film. Il faut poser son cerveau un petit peu, mais franchement, il est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Donc, je lui ai donné 9 sur 10. Alors on rentre dans le top 5 avec un film à qui j'ai donné 8 sur 10. Une merveilleuse histoire du temps. Un film de James Marsh avec Eddie Redmayne, Felicity Jones et Tom Pryor. Et qui raconte, c'est donc un biopic qui raconte l'histoire du physicien Stephen Hawking, célèbre pour le fait notamment, hormis le fait qu'il est un très grand physicien, le fait qu'il a été atteint par la maladie de Charcot, qui l'empêche de bouger. J'ai fait une vidéo sur ce film et je l'ai trouvé excellent. Eddie Redmayne a eu pour ce rôle l'Oscar du meilleur acteur, si je ne me trompe pas. Et c'est mérité parce qu'il a vraiment fait un boulot magnifique. Encore une fois, j'ai vu ce film en VO. Je ne saurais dire ce que donne la VF. Mais franchement, j'ai trouvé ce film extraordinaire. Je vous le conseille. Un excellent film. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il est très tourné sur les émotions. Pas beaucoup forcément, pas forcément beaucoup sur les sciences, ni sur le parcours scientifique de l'homme, même si on s'y attarde un petit peu, mais vraiment pas beaucoup quand même. C'est plus la progression émotionnelle de sa vie. Et voilà, une magnifique interprétation, un casting très bon dans l'ensemble. Et voilà, une bonne musique aussi, si je m'en souviens bien. Alors, numéro 4, et là on rentre vraiment dans les films auxquels j'ai donné la note de 9 sur 10. Ils ne sont donc que 4, ce qui est déjà pas mal. Et donc, le premier, enfin, du coup c'est le numéro 4. Un film, le film que j'attendais cette année. Je pense que vous le savez. Et j'ai fait une vidéo dessus. Il s'agit de Star Wars, le réveil de la force, le fameux épisode 7 de la saga, réalisé par J.J. Abrams, avec notamment Daisy Ridley, que j'adore au passage. À tous les niveaux, je suis fou de cette fille. Elle est une actrice superbe. Mais aussi John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver et bien sûr les anciens Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill. Eh bien, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Vous le savez, si vous avez vu les vidéos que j'ai fait dessus, enfin la vidéo notamment critique, j'ai adoré. Et j'ai pas trouvé énormément de défauts à ce film. Il y en a quelques-uns. C'est pas le meilleur Star Wars, mais c'est un des meilleurs quand même, pour moi. Et il relance la saga d'une manière magnifique. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. La musique est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Cela dit, c'est John Williams, donc ça reste quand même de très bonne facture. Et sinon, voilà, on revient à du très très bon Star Wars après une prélogie un petit peu décevante, même si elle s'est bien rattrapée sur l'épisode 3. Voilà, Star Wars épisode 7. Enfin, Star Wars, le réveil de la force. Excellent. Et maintenant, nous entrons dans le top 3 avec, eh bien, on va les appeler les 3 coups de cœur de l'année. Le numéro 3, il s'agit de Ex Machina, un film de Alex Garland avec Domhnall Gleeson, Oscar Isaac et Alicia Vikander. Eh bien écoutez, j'avais vu la bande-annonce et je n'ai vu ce film que très récemment. Et ma foi, j'ai été super agréablement surpris parce
soit très bon, soit très mauvais, soit moyen, mais enfin voilà, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et au final, le film est extrêmement bien construit, extrêmement bien joué, et j'ai été très 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 content du traitement de ce film, du scénario, des relations entre les personnages et de la tension qu'il peut y avoir dans certaines scènes. Et jusqu'à la fin du film, j'ai vraiment aimé. Voilà, un film très bien filmé et très bien interprété et avec un très bon traitement de l'histoire. Numéro 2, également un film dont j'avais pas mal entendu parler et que j'ai vu très récemment, Les Nouveaux Héros. Donc c'est un film Marvel Disney, le premier film Marvel Disney, adapté d'un manga je crois, réalisé par Chris Williams et Don Hall, avec Scott Adsit, Ryan Potter et Daniel Henney. Bon, c'est pas forcément des noms qu'on connaît puisque c'est un film d'animation. Et encore une fois, j'ai été super agréablement surpris. Je m'attendais à un truc un peu plus classique. Et au final, même si bon, la structure du film est relativement connue, on a déjà vu ça ailleurs, mais j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié l'univers du film et les personnages, vraiment, vraiment très attachants, ainsi que leur traitement, leur histoire, vraiment bien. Et vraiment, qu'est-ce que je peux dire, le film est vraiment super bien. On peut dire que c'est dans la même veine que Les Indestructibles, puisque c'est un film de super-héros. Et en même temps, bon, c'est pas pareil quand même. Mais ouais, je vous le conseille également. C'est pas pour rien que je l'ai mis numéro 2 dans ma liste. Et écoutez, on va finir avec le numéro 1. Mon gros coup de cœur de l'année avec Star Wars. Mais en étant objectif, ouais, mon gros coup de cœur de l'année. Mon film préféré de 2015 pour l'instant, puisque je suis loin d'avoir vu énormément de films. Il s'agit de Kingsman, Service Secret, un film de Matthew Vaughn. Je sais jamais comment le dire. Matthew Vaughn. Ouais, bon. Avec Colin Firth, Samuel L. Jackson et Taron Egerton. Kingsman, c'est donc adapté du comic du même nom, qui d'ailleurs a été créé, je crois, pour le film. Je veux pas me tromper. Et qui raconte l'histoire en fait d'une sorte d'équipe d'espions, un petit peu à la sauce super-héros. Alors, en fait, Matthew Vaughn a réalisé Kick-Ass, et c'est dans le même style. Kick-Ass et X-Men le commencement, il faut préciser. En fait, c'est un peu le même style. C'est l'équivalent de Kick-Ass, mais pour les super-héros. C'est-à-dire que c'est très déjanté, très axé sur l'action délurée, vraiment débridé quoi. Mais visuellement, c'est super plaisant à regarder. C'est très bien interprété et l'histoire est étonnamment sombre en fait. C'est vraiment sérieux. Même si globalement les scènes sont le plus souvent assez loufoques ou assez, justement, c'est ce que je disais, assez débridées en termes d'action. Et en plus, je suis très content parce qu'il y a Mark Hamill qui a le rôle de Luke Skywalker dans Star Wars, qui était donc revenu dans ce film. C'était je crois que c'est le premier film où je l'ai revu récemment. C'était Kingsman. Donc voilà, quand je l'ai vu dans le film, j'ai dit waouh, il est là et tout, c'est trop bien. Et voilà, donc non, Kingsman vraiment bien fait. Et c'est un truc que j'ai pas arrêté de dire, mais j'ai été très agréablement surpris par ce film-là. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous aimez
avec